Enregistre. Yes. Donc, c'est ça. On disait pourquoi choisir AWS? Eh bien, ça aurait pu être n'importe quel cloud provider, mais AWS parce que, de un, c'est ça que je connais. J'ai pas d'expérience avec les autres, mais aussi parce que AWS se positionne un peu comme leader mondial dans le monde infonuagique. Il y a trois grands joueurs, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. À E3, ils partagent 80% du marché. Il y a d'autres joueurs aussi moins importants comme Alibaba Cloud ou bien Oracle aussi. Donc, AWS seul détiennent 34% des parts de marché. Donc, c'est vraiment eux ceux qui dominent et ça continue comme ça. Et puis, moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas vraiment travaillé avec Azure, même si c'est bien répandu. Mais les retours que j'entends de collègues et autres, c'est que AWS semble beaucoup plus consistant dans l'offre, dans les services que ça offre, dans les API et tout ça. C'est plus simple d'utilisation et plus, comment dire, plus naturel. C'est ça. Pour commencer, donc, pourquoi le cloud? Qu'est-ce que le cloud vient apporter? Eh bien, dans le monde avant l'info nuagique, il fallait déployer les applications sur des serveurs physiques. Donc, dans le monde on-premises, on trouvait des racks de serveurs dans des centres de données. Donc, l'équipe est responsable de tout, de A jusqu'à Z. Il faut commencer par commander les machines. Ça prend du temps pour que les machines arrivent. Les machines coûtent cher, des fois avec des licences qui coûtent extrêmement cher. Et puis, il y a beaucoup de configurations à faire, de la sécurité. Après que ça soit installé et que l'application elle tourne sur la machine, et il y a aussi la maintenance des serveurs physiques. Donc, le câblage, les machines elles peuvent tomber en panne, il faut remplacer ci, il faut remplacer ça. Et ça coûte cher parce qu'il y a des ressources qui vont être dédiées à faire ce travail-là et ça coûte cher aux entreprises. Et puis, le cloud est arrivé pour offrir un autre modèle et ça se concrétise en trois différentes offres de services. Donc, un, il y a l'infrastructure en tant que service, Infrastructure as Code, l'IaaS. Euh, Ce que ça donne, c'est que maintenant, toute la partie matérielle, tous les serveurs, c'est plus à nous de s'en occuper et c'est plutôt au cloud provider. Donc, AWS, ils ont leur centre de données. C'est eux qui ont les serveurs physiques. Et puis, ce qui va être de notre rôle, ça va être plutôt de choisir l'OS, d'installer les patchs, de mettre à jour l'OS, les applications, le runtime, les données, et puis finalement d'installer notre application sur la machine. Donc, toute la partie physique, on n'en est plus responsable. Euh, Dans AWS, le service par excellence qui représente l'infrastructure as code, c'est EC2, donc Elastic Cloud Compute. C'est le service qui offre des VM. Probablement un peu plus tard dans la présentation, je vais vous montrer comment on peut démarrer une instance, un serveur, vraiment en 2 minutes et puis, quand on n'en a plus besoin, on a juste à cliquer sur un bouton et on l'arrête. L'autre avantage aussi, c'est qu'ici, on va payer à l'utilisation. Contrairement au modèle on-premises où on va payer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que la machine roule ou qu'elle ne roule pas. Déjà, la machine, on l'a achetée. Et que
ça aussi, c'est un autre point. Dans le cloud, ce que ça offre, c'est un peu la flexibilité parce que aujourd'hui, j'ai besoin d'une machine, je la démarre. Le lendemain, j'en ai plus besoin, je l'arrête et je suis arrêté d'être facturé. La facturation se passe à la seconde de consommation. Après ça, il y a un modèle un peu plus léger, donc où on va se débarrasser de plus en plus de nos responsabilités. C'est Platform as a Service. Donc maintenant, l'OS, on s'en occupe plus. Le runtime aussi. Ce que nous, on va gérer, ça va être vraiment l'application en tant que telle. On va développer l'application et on va s'occuper des données. Tout le reste, c'est le cloud provider qui s'en occupe. Et bien évidemment, comme vous pouvez imaginer, c'est que euh, ici, sur le schéma, plus on passe à droite, plus ça coûte cher. Euh, mais ça sauve du temps. Donc, plus on va aller à droite, plus on va avoir du temps pour se concentrer sur notre modèle d'affaires et oublier un peu tout l'aspect technique de déploiement et de gestion des serveurs, de gestion des OS et tout ça. Et après, le modèle le plus cher et le plus facile d'utilisation, c'est Software as a Service. C'est quand une compagnie vient t'offrir son logiciel, t'as rien besoin de faire, tu consommes le logiciel et c'est fini. Donc, tu installes ton logiciel et tu l'utilises sans problème. Donc, ça, c'est les trois modèles de services. Donc, les bénéfices, comme on a vu, c'est les coûts. Et justement, avant de continuer, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Vous pouvez écrire dans le chat ou bien je vais ouvrir le chat ou bien lever votre main ou si jamais je ne vois pas, vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Donc, pour continuer là où on était, les bénéfices, on parlait des coûts. Donc, on a un énorme bénéfice au niveau des coûts parce que on utilise vraiment à la consommation. Donc, on n'a pas de surplus de paiement. On paye à la seconde. Donc, si on utilise pendant 2 minutes, on va être facturé pour 2 minutes. Ça, c'est un. Deux, scalability, dans le fond, c'est dans le monde on-prem, quand on avait une machine, je ne sais pas si je peux annoter ici. Je suis nul en dessin, donc je vais essayer de faire quelque chose de logique. Si ici, on a une machine, on va dire que ça, c'est un serveur. Ok. On peut le provisionner avec des spécifications. Mettons, on va lui donner 16 gigs de RAM, OK? Euh, eh bien, ça, c'est une limitation au niveau du serveur, donc il ne pourra pas supporter des charges plus grandes que 16 gigs de RAM. Dans le monde on-prem, ce qu'on faisait avant, c'est que on faisait des tests pour savoir c'est quoi, des tests de charge pour savoir combien est-ce qu'on est capable d'accueillir de trafic. Si, par exemple, on voulait que notre site puisse accueillir, on va dire, 1000 personnes en même temps, on faisait les tests et on voyait ça nous nécessitait combien de RAM. Et puis, on déployait un gros serveur on va dire, de 64 gigs, OK? Eh bien, ce 64 gigs, il va rouler 24 heures sur 24, 24 sur 24, quel que soit le trafic. Le problème, c'est que le trafic, il peut être variable dans les heures. Donc, mettons, ou à travers les journées. Par exemple, si tu es une plateforme de e-commerce, tu sais que pendant des soldes, pendant le vendredi fou, pendant
Il y a plus de trafic. Donc, c'est à ce moment-là que tu veux être à pleine capacité. Dans les autres journées, tu sais que ça va moins bien, qu'il n'y a pas autant de trafic. Tu pourrais accueillir au maximum 100 personnes en même temps sur ton site. Donc, tu aurais besoin plus de 16 gigs. Eh bien, on ne pouvait pas, dans le on-prem, on ne pouvait pas jouer sur ça. Donc, on provisionnait 64 gigs parce qu'on on voulait être sûr de pouvoir accueillir tout le monde quand on en avait besoin. Avec le cloud, ce qu'on peut faire d'une façon très, très facile, c'est qu'on peut dire, OK, je démarre avec 16 gigs de RAM et puis je mets de la surveillance. On met les conditions de surveillance. On dit si on arrive à 80% d'utilisation de RAM, ça pourrait être aussi de CPU ou à 60% de CPU. À ce moment-là, on veut créer une deuxième instance. Donc là, il va y avoir un processus qui va venir copier cette instance-là, il va venir la répliquer. Donc là, on va avoir deux instances auxquelles le trafic va être dirigé. Donc le trafic, il vient par ici. Oups, c'est devenu n'importe quoi. Donc le trafic, il arrive et puis voilà. Donc, on a le trafic qui arrive et puis le trafic va être balancé aux deux instances 50-50 où on pourrait même spécifier ce qu'on veut. Et puis, si jamais le 16 gigs il n'est pas suffisant, on peut en créer théoriquement à l'infini pour supporter notre charge. Et l'avantage aussi, c'est que on peut définir d'autres critères pour que on supprime des machines. Fait que si le trafic descend, on va supprimer. On peut spécifier un minimum de une machine et un maximum de 10 machines aussi pour limiter les coûts. Parce que si on ne met pas de limite maximum aussi, on peut se retrouver avec, ça peut déborder, on peut se retrouver avec une grosse facture. Donc, c'est sûr que toute cette facilité-là, ça a son prix, mais ça facilite vraiment beaucoup le travail de tout le monde. Donc, c'est ça, on parlait de la flexibilité, scalability, cost efficiency. Aussi, il y a le disaster recovery, ce qu'on appelle le DR. C'est que il y a tellement de mécanismes dans AWS de backup automatique. On peut faire des backups de toutes nos données de façon très, très simple. Ça peut être configuré directement dès que tu choisis un mode de stockage de données, tu cliques sur un checkbox, tu te dis, OK, je veux des backups à tous les jours ou à une semaine ou à chaque semaine ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, ça fait que ça facilite beaucoup le travail et le déploiement des applications en ayant une très bonne qualité d'applications qui peuvent répondre à beaucoup de trafic sans problème. Fait que c'est ça. Ça, c'était un peu l'introduction que je voulais avoir sur le monde infonuagique euh, en général. Après, comment je peux supprimer, effacer tous les dessins, c'est bon. Après, je voulais aussi passer à travers l'interface AWS parce que finalement, c'est là où tout se passe. Donc,
on va faire une petite introduction à l'interface pour se familiariser, euh, voir comment pouvoir utiliser finalement les différents services, comment ils sont organisés, qu'est-ce que ça représente et tout ça. Donc, je vais juste me connecter. euh, et voilà. Donc, ça, c'est l'écran. Est-ce que la surveillance permet de détecter les DDoS? C'est une inquiétude pour que le déploiement d'applications, est-ce qu'on reçoit des notifications? Ben oui, il y a des services qui s'occupent de ça, donc de surveiller les DDoS et de les bloquer, donc qui s'intègrent aussi très, très facilement. Euh, je commençais d'ailleurs à écrire comme un tutoriel ou un blog pour les déploiements des applications au niveau du front-end. Donc, le DDoS, il va se passer vraiment au niveau du front-end. Ça va être capté et bloqué. Donc, il va utiliser différents critères comme l'adresse IP d'origine, etc., le nombre de requêtes par seconde, des choses comme ça. Et il pourrait bloquer tout trafic suspect, on va dire. Donc, pour répondre à ta question, il y a un service ici qui s'appelle Shield. WAF and Shield. WAF, c'est Application Firewall et Shield, ça protège contre les attaques DDoS. Et tout ça, c'est c'est simplifié, c'est très simple d'utilisation par rapport à ce qu'on devrait faire on-prem. Après, c'est vrai que ça ramène aussi d'autres défis au niveau de la sécurité, mais ça reste quand même un grand avantage. Donc voilà, ici on trouve un peu l'interface de AWS, c'est la page d'accueil. Ici, c'est les services récemment utilisés. En haut, on va trouver le nom du compte auquel on est connecté, le nom d'utilisateur et puis la région. C'est quoi une région? C'est que dans AWS, leur centre de service à eux, ils sont divisés en régions. Ils leur donnent des noms. Donc, il y a US East 1, c'est North Virginia, US East 2, US West 1, US West 2. Et puis, il y a Canada Central 1, c'est à Montréal finalement, leur centre de service à Montréal. Donc, leurs services, ils sont divisés par région. Fait que si j'arrive, par exemple, ici dans une page, pas besoin de savoir c'est quoi pour le moment, mais je veux dire, euh, c'est pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici les régions. C'est que les services, ils sont par région. Si j'arrive dans une page où où je trouve des ressources finalement, ici je vais appeler test et je vais créer une fonction. Donc, cette fonction-là, je vais la trouver, cette ressource-là, je vais la trouver si je suis dans US East 1, ça va apparaître. Vous voyez ici, donc, je vois la fonction test. Si je vais dans CA Central 1, je ne vais plus la voir. Ici, c'est important d'être dans la bonne région. Pas obligé que ça soit dans US East 1. Vous pouvez choisir d'être dans CA Central 1. Mais sachez que la ressource que vous allez créer, elle va être seulement là où vous l'avez créée. Donc ça, c'est un. Deux, pour retourner dans la console d'accueil, dans la page d'accueil. Ici, on peut voir les différents types de services. Donc, on a des services qui concernent les analytics, application integration, cost management, blockchain, business applications, compute, là où on va trouver EC2, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, Elastic Cloud Compute. C'est le modèle Infrastructure as Service qui, dans le fond, on va créer
machine virtuelle, un serveur qui va exister quelque part dans les centres de données de AWS, on ne sait pas où, mais dans lequel on pourra venir déployer des applications. Donc ici, on a choisi EC2. Ce qu'on peut faire, c'est aller lancer une instance. Tantôt, je vous ai parlé de la facilité dans laquelle on peut créer des instances et les supprimer. Euh, Vous allez voir comment c'est facile. Ok. Donc, j'ai juste besoin de donner un nom à ma machine, de choisir l'OS. Ok. Ça pourrait être Ubuntu, ça pourrait être Linux, Amazon Linux. Ça, c'est quelque chose qui vient de AWS. C'est un OS fourni par AWS. Euh, Donc, celui-là, il est gratuit, il est free tier eligible. L'offre gratuite de gratuité de AWS est pas mal euh, grande. Donc, ils sont très généreux. Pendant une année, tu as beaucoup de ressources que tu peux déployer gratuitement. Donc, ça permet pour nous, dans le fond, quand on veut expérimenter des choses, on peut y aller, on peut aller expérimenter sans que ça ne coûte rien du tout. Donc ici, je sais que je vais être totalement gratuit. Pour les EC2, les instances EC2, je peux aller déployer des instances qui vont rester gratuites pendant une année. Donc, ça va me permettre finalement euh, d'avoir d'avoir un terrain où je peux expérimenter sans avoir peur de payer cher. OK, donc ici, j'ai créé une key pair, c'est comme des informations de connexion pour pouvoir finalement après me connecter à distance à cette machine-là que je vais déployer. Et donc, après ça, on n'a pas besoin vraiment trop de s'attarder sur les détails parce qu'on va revenir dans une séance future, probablement la semaine prochaine, sur les EC2 en particulier et comprendre les détails de tous les paramètres. Donc ici, on va créer un security group. Un security group, c'est un peu comme un firewall, donc quelque chose qui va venir protéger la machine. Si ici, on va imaginer que c'est ça notre machine, ça c'est notre machine, on va venir lui mettre un firewall alentour. Et ici, on va spécifier des règles pour dire, par exemple, on permet le trafic qui vient d'Internet sur le port 80 ou le port 443, qui sont les ports HTTP et HTTPS seulement. On pourrait aussi permettre le trafic qui vient du port 22 avec le protocole SSH. N'importe quelle requête qui va venir sur un autre port ou avec un autre protocole que HTTP, HTTPS ou SSH, ça va être bloqué. Donc, c'est à ça que ça sert les security groups. Donc, on va créer un security group. Create a security group. Donc, on va permettre le trafic SSH de n'importe où. Donc, l'adresse 0.0.0.0/0, c'est tout Internet. On va aussi permettre HTTPS et on va permettre HTTP. Ce que je viens de faire maintenant, ce n'est pas une bonne pratique, mais pour les besoins de la démo, ça va nous faciliter. Après, pour le stockage, comme n'importe quelle machine, on va avoir besoin de stockage. Donc, on a un maximum de 30 gigs de gratuit. Ici, je vais mettre 8. Et puis, c'est tout ce qu'on a besoin de mettre.
Un peu plus bas, ici, il y a un champ User Data. C'est un champ où on peut rajouter des scripts euh, qui vont être exécutés au démarrage de la machine. Ils vont être exécutés une seule fois dans la durée de vie de la machine. C'est vraiment la première fois que la machine va être créée. Donc, je vais en profiter et je vais mettre un script pour finalement installer un serveur web et puis pouvoir voir réellement que la machine, elle fonctionne quand on va faire une requête sur l'adresse IP. Donc ici, on va installer HTTPD et puis démarrer le service. C'est tout. Après, on va ajouter un fichier index.html qui va être retourné sur le port 80 quand quand on va aller chercher cette adresse-là. Ici, je peux dire que dès le début, je veux créer deux ou trois ou quatre ou n'importe quel nombre d'instances en même temps qui vont avoir tous la même configuration que je viens de mettre ici. Donc, si on récapitule un peu, ici, je n'ai pas mis grand-chose. Un nom de machine, j'ai choisi mon OS. Il y a une longue liste d'OS, il y en a plus ici. Donc, j'en ai choisi un qui est gratuit. Le type de la machine, instance type, ici, c'est finalement les spécifications de la machine. Donc, je prends T2 micro, elle est gratuite. Je pense qu'il y a T3 micro aussi qui est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. OK. Donc, T2 micro, c'est un vCPU, 1 giga de mémoire. C'est pas grand-chose, mais c'est pas bon pour la production, on va dire, mais c'est bon pour expérimenter finalement. Et là, je vais lancer l'instance. Ça prend un peu de temps. On peut venir voir ici l'état de l'instance. Donc, pending, c'est en train d'être provisionné. Dans 2, 3, 4 minutes. Donc, ici, il y a le status check pour voir finalement si tout va bien. Et puis, dans quelques minutes, l'instance sera déjà prête à être utilisée et on va pouvoir aller la tester puisqu'on a ici une adresse IP publique. Donc, normalement, même vous, si ici vous allez essayer euh, de taper cette adresse-là, mais il faut rester sur HTTP, pas HTTPS. Oups. Normalement, après que la machine va être finie de démarrer, on aurait une réponse qui revient du serveur. Donc, c'est tout ce que j'avais à faire pour démarrer un serveur qui soit accessible depuis Internet. Là, j'ai mis n'importe quoi dans le serveur, ça va retourner Hello World avec l'adresse IP, mais on peut s'imaginer que finalement, on aurait pu déployer une application qui répond parfaitement sur cette machine-là. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'après, pour arrêter la machine, tout ce que j'ai besoin, c'est de venir ici. Je vais enlever ça, la notation, on va tout supprimer. Hop, ok. Ici, je pourrais venir juste stop. Stop, ça va euh, arrêter la machine. Terminate, ça va l'arrêter et la supprimer. Si je supprime l'instance, ben, en un seul clic, je n'ai plus à payer pour cette instance-là. Alors que dans le monde on-prem, on avait besoin d'acheter un serveur. Si tu l'as acheté, ça coûte extrêmement cher. Et puis, que tu l'utilises ou que tu ne l'utilises pas, finalement, tu le payes. Donc ça, c'est un énorme avantage.
Autre chose aussi que AWS nous donne gratuitement, c'est que il nous offre des métriques qui sont très, très utiles pour la surveillance des machines. Donc là, je viens de créer une machine et cette machine-là, elle va être utilisée, elle va avoir un pourcentage de CPU utilisé. Dans un monde on-prem, on va devoir installer des logiciels, on va devoir développer des systèmes de surveillance avec des dashboards qui vont nous montrer l'utilisation de la CPU, de la mémoire, le nombre de requêtes, etc., etc., et afficher tout ça sur un tableau pour pouvoir finalement faire de la surveillance. Eh bien, ça vient gratuitement avec AWS. Donc, tu viens ici sans rien faire, sans besoin de développer. Tu peux trouver tes métriques qui viennent avec l'instance. Donc, l'instance, elle n'est pas encore utilisée. Mais ben là, normalement, on devrait être capable d'avoir une réponse de... Est-ce que ici j'ai utilisé le euh, public? OK. Pourquoi est-ce que ça ne répond pas? OK. Là, je comprends pas pourquoi ça marche pas, mais de toute façon, c'est une démo et c'est rare que les choses fonctionnent du premier coup dans les démos, donc je suis pas plus inquiet que ça. Est-ce que les security group, donc on permet sur le port 80. Bon, c'est pas grave. Bon, donc pour revenir ici, donc ici on peut avoir des métriques. Ici, j'en ai pas beaucoup, mais au fur et à mesure que l'instance va être en utilisation, on va avoir vraiment beaucoup de métriques qui vont finalement venir nous montrer comment l'instance est utilisée et à partir de là, on peut faire des actions à partir de ces métriques-là. Donc, on peut dire, comme je vous ai montré, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que on peut venir spécifier que si on dépasse 80% d'utilisation de CPU, on voudrait que cette instance-là, que cette machine-là se duplique et qu'on en ait deux et le trafic va être divisé entre les deux. Comme ça, on pourra supporter plus de monde et la machine, elle ne va pas tomber en panne. Donc, c'est ce genre d'action-là qu'on peut utiliser avec ce genre de métrique. Et ça vient gratuitement, sans aucun effort de notre part. Et que ça, c'est la partie compute. La partie compute, c'est finalement toutes les machines et le compute finalement. Il y a les conteneurs, on peut avoir Elastic Container Service pour déployer des conteneurs Docker, Kubernetes, les databases, on peut en avoir tout ce que vous voulez. Les databases, ici, c'est RDS, c'est Relational Database Service. On peut trouver des bases de données Oracle, euh, Postgres, MySQL et compagnie. On peut avoir des databases euh, documents. Donc, DocumentDB, DynamoDB, c'est des bases de données NoSQL, des mémoires de cache, des bases de données
pour le big data, etc. Il y a même aussi des trucs les services de IoT, il y a des services d'intelligence artificielle, donc les services IoT. Il y a les services de machine learning, donc euh, si je regarde pour Transcribe, donc Transcribe, c'est finalement, on peut on peut enregistrer une voix et la transformer en texte, ou il y a le service aussi pour transformer le texte en voix. Donc, tout ça, ça vient très, très facilement. Ici, c'est dans l'interface, mais aussi, il y a des API. Donc, ici, Transcribe, je peux le faire à travers l'interface web, ou bien je pourrais venir euh, à travers des API dans mon application. On va imaginer que j'ai une application qui fait, je ne sais pas quoi, un service X. Et puis, à un moment donné, je veux donner la possibilité à l'utilisateur de faire une commande vocale. Donc, il va allumer son micro dans son cellulaire et puis il va enregistrer sa voix. Ce que je peux faire, c'est faire des calls API, donc ça c'est l'API de Transcribe. Euh, n'importe quelle, euh, n'importe quelle chose que je peux effectuer ici dans l'interface, je pourrais aller la faire de façon programmative dans mon application. Donc, je ne sais pas quel call d'API il prend comme paramètre le fichier, on va dire un fichier MP3, il va le transformer en texte. Après, je pourrais venir utiliser un autre service d'intelligence artificielle qui, euh, qui est machine learning, qui lui va analyser le texte et renvoyer, par exemple, qui va renvoyer par exemple, l'émotion. Donc, il va analyser la voix, il va le transformer en texte et après, d'après ça, il va comprendre une émotion. Sans avoir vraiment une compréhension du machine learning, les API sont très simples d'utilisation, très, très faciles d'utilisation, très bien documentés. Un simple API call, tu peux faire beaucoup de choses. La question, comment faire pour avoir l'enregistrement après, ben, je vais le déposer quelque part et puis je vais le partager avec vous une fois que ça sera déposé. Je vais partager le lien donc sur le canal sur lequel on communique sur Discord. Fait que, c'est ça. Donc, je parlais des API AWS. Il y a énormément d'API pour tous les services. Ça, c'est un énorme service. C'est un énorme avantage par rapport aux autres cloud providers. C'est que tout ce que tu peux faire ici dans la console, tout ce que tu peux faire par clic, tu peux aller le faire programmativement. Donc, ici, Boto 3, c'est la librairie pour Python, mais il y en a pour plusieurs autres langages, TypeScript, JavaScript, Java et autres langages, donc ils sont supportés. Finalement, ça faisait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, oui, c'était ça. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions pour les prochaines fois, et puis j'aimerais vous entendre et on va s'adapter au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir quelque chose en particulier pour les 10 minutes qui restent ou sinon on pourrait se quitter là-dessus?
et je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourra mettre au menu. Pour moi, c'est beau. Juste pour voir le site, Mhm. le site, c'est quoi le numéro? Mhm. L'adresse que qui n'a pas marché finalement. Ah, qui n'a pas marché, l'adresse, Ah, ouais, ouais, OK. ok, c'est 54.81. OK. Je pourrais aller vérifier pourquoi ça n'a pas marché. Je pourrais aller voir l'instance. De mon côté, ça dit Allez. juste qu'il n'y a aucune donnée qui est envoyée vers la page, donc il n'y a rien à afficher. Ouais, c'est ça. Normalement, j'avais mis le script pour démarrer le serveur web. Ben, ce que je peux faire, c'est aller me connecter dessus en SSH et aller voir si finalement. Ah, HTTP. Ben, normalement, ça veut dire que mon script n'a pas marché. Update. Ah, voilà. Là, je vais devoir aller me connecter en SSH sur la machine. Ok. Et ici, X, M, je vais faire un SSH, I, de, test, hyper, donc, EC2, user, prendre l'adresse IP, qui est là. Test, problème. OK. Donc là, je vais partager mon shell avec vous. Donc ici, je me suis connecté en SSH sur la machine. OK, donc pas de donc sudo install HTTPD. OK, ça veut dire que tantôt, le script que j'avais lancé n'avait pas marché. Install HTTPD. On va mettre, c'est
On va mettre un Hello World. On va mettre dans une balise. Ok, alors, on va mettre une balise. Hello World. Hop, H1. On va envoyer ça dans slash bar. Hop. Ah, je comprends. HTML slash index.html. Et ça fonctionne. Ça marche? Euh, Ouais, ça marche de mon côté aussi. ouais. J'ai un message qui dit It works. Works. Ouais. Yes. Donc, si après donc ça, HTTPD, le message It works, c'est ce qui vient par défaut donc avec le système. Après ça, on pourrait aller mettre la, le fichier qu'on veut donc à cette place-là et ça serait notre point d'entrée vers notre application. Ben ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, on est connecté en HTTP, pas en HTTPS, ce qui n'est pas une bonne chose. Pour pouvoir se connecter en HTTPS, il faut mettre les certificats SSL dans la machine et tout. Et ça, c'est toute une autre histoire. C'est probablement pas la meilleure façon de déployer une application web, pas dans une instance EC2, mais c'était vraiment pour les causes de la démo, pour montrer comment est-ce que c'est facile de déployer une application dans le cloud, contrairement à ce qu'on fait on-prem, et comment aussi c'est facile après de s'en débarrasser quand on n'en a plus besoin. Fait que c'est ça, donc c'est fini de mon côté. Euh, je suis encore ici pour quelques minutes si vous avez des questions ou des suggestions. Sinon, je vous dis à la prochaine. Merci pour la séance. Encore une fois, merci. Merci. Bienvenue. Juste pour savoir, ça va Oui. être quoi le sujet pour la semaine prochaine? Probablement les EC2. OK. Probablement les EC2 parce que c'est un service très utilisé, très utile, parce que c'est une machine qui roule, qui pourrait être accessible à travers Internet. Donc, ça peut être très utile. Mais si vous avez des suggestions aussi, vous pouvez les mettre dans le canal et on pourra en discuter. Je pourrais faire une autre démo pour déployer une application Angular, par exemple, et créer une API, un API REST qui est appelé par l'application front-end. Donc, pour cette démo-là, j'aimerais la laisser peut-être pour un peu plus tard, une fois qu'on se familiarise un petit peu plus avec d'autres services, pour pas aller directement dans des sujets un peu pointus et finalement se perdre un petit peu. Donc, c'est pour ça que je trouve EC2 ou probablement les rôles, il y a ce qu'on appelle les rôles, euh, tout fonctionne avec des rôles. Dans le fond, dans EC2, moi, si je peux ici créer une instance EC2 parce que je suis un utilisateur sur mon compte, si je m'en vais voir users, donc je suis SAF admin et j'ai des privilèges d'admin, donc je peux faire des actions. Par contre, si je crée un autre utilisateur et qu'il se connecte sur mon compte, s'il n'a pas le rôle nécessaire pour créer une EC2, il ne pourra pas le faire. Donc ça aussi, c'est un sujet très important dans AWS et dans le monde cloud. Donc c'est ça, j'hésite soit IAM, soit EC2. Ça va être un des deux pour la semaine prochaine. OK, merci. Bienvenue. Ok, merci. Bienvenue. Attends, j'arrête l'enregistrement. Après, je pourrai te parler.